Dans un premier temps, merci à Loïc et Yacine pour l'organisation de cette belle journée. Donc, dans cette communication, je vous propose de réfléchir aux représentations des élèves, ici plutôt indisciplinés, en EPS, particulièrement dans le primaire, en partant des productions de fiction des années 90 et du début des années 2000, centrées sur le personnage de Titeuf. Dans la culture d'enfance et de jeunesse, de nombreux récits retracent par les mots et les images les péripéties scolaires de leurs personnages, y compris durant les leçons d'éducation physique. Ainsi, parmi les sources rendant visible à l'historien l'expérience corporelle vécue par les élèves dans les cours d'EPS, quelle place peuvent occuper ces fictions ? À l'instar des représentations cinématographiques de l'EP scolaire dont la fonction, je cite, n'est pas de rendre compte du réel mais de participer à sa reconstruction, selon Thomas Bauer et Jean-Marc Lemonnier, les histoires d'élèves imaginées dans les productions culturelles pour la jeunesse ne sont pas forcément réalistes, l'image n'étant elle-même pas une simple reproduction du monde réel, mais plutôt représentation et fabrication, pour reprendre les mots de Jean-Yves Guillain. Néanmoins, ces représentations visuelles n'en informent pas moins sur les imaginaires de l'éducation physique à une période donnée, en partant du vécu de jeunes personnages de fiction, créés par des adultes eux-mêmes anciens bénéficiaires de l'EPS, qui écrivent et dessinent alors pour les jeunes générations. Dans ce cadre, nombreux sont les exemples intéressants à étudier. Notre regard s'est porté sur Titeuf, un jeune héros de bande dessinée à la célèbre mèche blonde, né sous le crayon du dessinateur suisse Philippe Chapuis alias Zep il y a plus de 30 ans et dont les aventures ont bénéficié d'une diffusion massive auprès des jeunes lecteurs, qui n'étaient pas spécifiquement visés dans un premier temps, touchant ainsi un vaste public en France notamment jusqu'à nos jours. Or, la circulation du personnage, héros transmédiatique par excellence, dans différents supports et médias mettant en scène ses aventures quotidiennes et scolaires, permet d'envisager son investissement corporel en EPS grâce à des sources plurielles, plus particulièrement la BD et la série d'animation dans cette communication. Tandis que Titeuf est le parfait exemple de la porosité médiatique de la culture de masse, selon Le Tourneux, je centrerai l'analyse sur la période allant de 1992, avec l'impression du tome inaugural de la BD, Dieu le sait que célèbre-t-elle, jusqu'au tournant des années 2000, avec la diffusion de la première saison d'une série d'animation dédiée au personnage en 2001, un an après la sortie du 8e tome de la BD. Cette étude se place dans la continuité de travaux portant sur les représentations du sport et du corps dans les productions culturelles à destination de la jeunesse, et notamment d'une analyse de la série lors des 21e Carrefour d'histoire du sport. J'avais appréhendé dans ce travail la mise en image historiquement complexe et ambivalente de corps sportifs coincés entre des injonctions contradictoires, entre docilité et subversion, assujettissement à des normes et affranchissement. Or, nous verrons que lorsqu'il s'agit des relations de Titeuf à l'EPS, le corps se retrouve également au centre de l'attention. De façon plus générale, nous verrons qu'au fil des mésaventures scolaires de Titeuf, dans son école primaire, jeune homme maladroit dans tout et pour tout, pour reprendre Motard Noir, les leçons d'EP sont avant tout vécues de manière négative par le personnage principal et certains de ses amis. Autant le dire d'entrée, étudier les productions culturelles pour la jeunesse n'a rien d'une démarche frivole. Au contraire, en envisageant, par exemple, selon Mélanie Lallet, les dessins animés comme un système porteur de sens qui résulte d'un travail de sélection et de mise en forme effectué au sein d'un contexte socio-historique particulier, ces fictions deviennent des objets pertinents pour comprendre les représentations et imaginaires de l'EP façonnées pour les jeunes générations, que ce soit dans le cadre de l'enseignement ordinaire, des sorties sportives du type classe de neige ou encore du sport scolaire. En d'autres termes, étudier les dessins animés, c'est sérieux, comme le montrent des travaux ayant déjà questionné les liens entre sport, corps et animation, BD ou encore littérature de jeunesse. Au niveau méthodologique, j'ai donc analysé des sources imprimées et audiovisuelles, à savoir les 8 premiers tomes de la BD, soit 368 planches et 78 épisodes de la série. Dans ce cadre, j'ai tâché de prendre en compte la spécificité des supports étudiés en questionnant ce passage du fixe à l'animé afin d'identifier d'éventuels processus d'euphémisation, de renforcement des représentations et des discours. Pour cela, j'ai mobilisé différents indicateurs, mise en image des corps, construction narrative des planches et des épisodes, dialogue, type d'activité, attitude des élèves, etc. Avec certaines difficultés, parfois, pour identifier le cadre de la pratique, EPS, club, activité périscolaire, de loisirs, etc. Dans tous les cas, cette communication reste encore une approche exploratoire et incomplète, et je vous prie par avance de m'excuser. Mais elle s'inscrit dans tous les cas dans le cadre d'une histoire culturelle, cherchant notamment, pour reprendre Cirinelli et Sot, à comprendre comment les humains représentent et se représentent le monde qui les entoure. En étudiant les représentations de l'élève en EPS, les normes, valeurs, modèles donnés à voir au jeune public au tournant des années 2000, le déplaisir apparaît au cœur des discours et actions des personnages. Crainte des humiliations, odeur des vestiaires, efforts désagréables, prof de gym repoussoir, nature des activités physiques proposées, etc.
etc., ne sont que quelques causes parmi d'autres de l'inappétence de Titeuf pour l'EPS et de son indiscipline. In fine, cette communication s'attachera à montrer que les histoires de Titeuf renouvellent l'archétype d'un élève, au masculin principalement, indiscipliné à l'orée du XXIe siècle, montrant autant ses réticences que ses résistances, sa capacité de détournement et de contournement de la pratique, mais également les limites de ses transgressions. Pour cela, nous développerons notre démonstration en 3 parties. La première d'entre elles s'attachera à décrypter l'EPS comme une discipline pénible comme les autres, aux yeux des élèves concernés, ou plutôt du principal d'entre eux, Titeuf. Donc la première partie. Afin d'appréhender les représentations des élèves dans nos sources, il convient d'envisager les créateurs de ces fictions comme des ex-élèves ayant eux-mêmes vécu des enseignements en EPS. Un travail plus systématique sera à mener, notamment via des entretiens, mais l'analyse d'articles via Europresse permet d'apprendre quelques éléments sur le cas ZEP, se présentant certes comme un bon élève, mais des années 70, mais nul en gym et en sport, et marqué par certains détails, comme l'haleine de son prof de gym. Autant d'éléments de mémoire, de souvenirs, à prendre avec prudence, qui ne peuvent à eux seuls tout expliquer, mais pouvant donner des indices sur les représentations produites, expliquer certains choix, notamment la représentation plutôt négative de la discipline. Nous pourrions prolonger ces pistes, même si, pour le dessin animé, ce serait une affaire d'autant plus complexe si l'on tient compte du nombre important d'acteurs impliqués dans leur conception. Concrètement, la BD retrace le quotidien scolaire d'un enfant des années 90 à l'école primaire, l'EP figurant à l'agenda de ce jeune garçon de fiction. Dans la réalité diégétique de la série, l'école figure parmi différentes institutions d'encadrement de la jeunesse, colonies de vacances, clubs, etc. Dans l'univers de Titeuf, l'éducation du corps passe par diverses disciplines, parmi lesquelles l'éducation sexuelle, la sexualité étant au cœur de l'œuvre de ZEP et des préoccupations des jeunes protagonistes. En témoignent ces diverses planches, parmi d'autres tirées des BD. De plus, lorsqu'il est question de pratique physique à l'école, la leçon d'EP n'est pas le seul temps concerné, puisque les personnages, dans la BD ou la série animée, pratiquent régulièrement diverses activités dans la cour de récréation, reproduisant au passage certaines représentations genrées traditionnelles à travers des pratiques différenciées filles-garçons. Quoi qu'il en soit, l'école ennuie profondément le héros principal, Titeuf, rêvant de mettre ses jeux et sa casquette des Lakers dans son cartable plutôt que son matériel scolaire. À en croire la 4e de couverture du tome 4, les rapports de Titeuf à l'école seraient peut-être moins conflictuels s'il était inscrit dans une école de Formule 1. Son comportement d'élève renvoie à l'indiscipline, au non-conforme, à l'hétérodoxie et à l'hétérodoxie scolaire. Les adultes sont en partie responsables de sa détestation de l'école, venant constamment tout gâcher, à l'instar de la maîtresse ou du concierge, remontant ici le panier de basket pour éviter que les élèves ne s'y pendent. En somme, les pratiques physiques proposées à l'école, que ce soit dans le cadre de l'enseignement ordinaire, en classe ou en dehors lors des sorties, sont présentées comme faisant partie d'un cadre ennuyeux. Nous le verrons, les classes de découverte, caractérisées par Julien Fuchs et Gilles Brougère par un séjour prolongé hors du contexte habituel de la classe, notamment autour du lien central avec la nature, classe verte, classe de neige, de montagne, notamment classe de mer, sont assez fréquemment mises en scène dans les 2 médias étudiés, mais leur caractère exceptionnel n'ôte rien à l'aspect détestable du point de vue de Titeuf et des créateurs de la série et de la BD. Nous pourrons également prendre pour exemple ces courses d'école, nom suisse donné aux sorties scolaires pouvant intégrer des pratiques physiques, considérées comme nazes, je cite, par Titeuf. Ainsi, les pratiques proposées à l'école sont perçues comme barbantes. Typiquement, quand les enfants jouent à Colin Maillard de leur propre initiative, Titeuf y trouve un intérêt, car Nadia embrasse les garçons. Mais ce jeu librement consenti prend une autre allure quand, dans la série télé, la maîtresse impose d'y jouer lors d'une sortie scolaire à la campagne, n'étant pas d'accord pour que les élèves fassent une sieste après le dessert, prononçant un discours porté sur le versant hygiéniste des activités physiques. Ce discours éducatif laisse poindre un mécontentement chez Titeuf, reflétant son opposition aux impositions de l'école et plus généralement à la forme scolaire, critiquant le fait de se voir imposer, je cite, un jeu de débile pour les coincés du zizi sexuel. La réponse à ce manque d'envie suscité par le cadre scolaire réside fréquemment, pour les élèves représentés, dans la transgression et l'indiscipline. Rire, se moquer des autres et de la maîtresse sont alors des activités bien plus drôles. Ces éléments participant au fonctionnement historique du personnage, selon Brougère, dans cette rhétorique du cool dans la façon de s'adresser aux enfants, ne doivent tout de même pas éclipser l'inquiétude des élèves quand leur maîtresse disparaît, embarquée dans un camion par des moutons. Beaucoup d'éléments confirment en tout cas que l'EPS est perçu comme une discipline comme les autres. Comme dans tous les autres enseignements, le personnage principal a bien d'autres centres d'intérêt. Il pense à tout sauf à l'EPS.
Par exemple, dans la série télé, lors de la classe de mer, si certains élèves s'entraînent à la nage, d'autres, comme Titeuf, bronzent et se plaisent à observer leurs camarades, imaginant les blagues qu'ils pourront faire. Au-delà de la rigolade, la première des préoccupations de Titeuf concerne les choses de l'amour et, dans la BD, il explique penser constamment à Nadia, notamment en gym, et dans la série, apprendre à faire du ski lui importe moins que de raconter des blagues à son amoureuse. Clairement, pour Titeuf et ses copains, les apprentissages passent au second plan. Dans la série animée, lors d'un grimpé à la corde en gym, Titeuf est surtout préoccupé par l'insecte dont il s'occupe, finissant lui-même par tomber. Ainsi, dans le cas de la classe de neige, c'est bien la poursuite nocturne d'un homme qu'il pense être le Yéti qui retient l'attention des garçons en faisant un sujet plus important que le ski en lui-même. De la même manière, lorsqu'il s'agit de se rendre à la piscine avec la classe, ce n'est pas le fait d'apprendre à nager qui prime, mais plutôt d'en profiter pour utiliser les lunettes spéciales permettant de voir les filles toutes nues. Mais comme la série n'est pas dépourvue de morale, Titeuf se fait prendre au piège d'Umbo et Nadia, lui volant ses lunettes et l'humiliant en disant qu'il n'a pas d'abdos. Si Titeuf et son compère Manu s'investissent en EPS, c'est qu'ils sont alors motivés par des raisons sentimentales extérieures. Dans un épisode au cours duquel les garçons tombent sous le charme de la responsable du sport interclasse, venue sélectionner les 2 meilleurs élèves athlètes qu'elle accompagnera en finale, l'EPS devient tout à coup pour eux un moyen de séduction, dans une vision hétéronormée qui reste sur bien des points stéréotypés. En cela, je fais référence aux travaux de Mélanie Lallet. Ridicule, les garçons se lancent dans une drôle de préparation, car pour Titeuf, avec son, je cite, entraînement super intense top niveau, et bien la petite Pamela, c'est dans la poche. Les 2 machos, entre entraînement farfelu et fantasmes patriarcaux, finissent par remporter les épreuves, mais Titeuf éternue sur Pamela qui tombe malade, et le lendemain, c'est un homme plutôt rustre qui attend les garçons et se tape la corvée de les accompagner. Mais hormis ces quelques sursauts d'investissement, le comportement le plus fréquent du personnage principal est bien de chercher à se faire dispenser de l'EPS. Et là, du coup, je fais le lien avec la communication précédente. En effet, le premier défi pour les personnages, en l'occurrence surtout pour les protagonistes masculins, est de ne pas passer pour des nuls. Dès lors que ce soit dans la BD ou le dessin animé, l'exagération est au cœur de leur discours afin de mettre en avant leur héroïsme ou de dissimuler leur incompétence. Les créateurs du dessin animé insistent sur le personnage de Titeuf, contre-héros, régulièrement confronté à des idéaux sportifs ou corporels qu'il ne peut atteindre. S'il affirme que plus tard il sera champion olympique du slalom, c'est que dans un monde qui idéalise et voue un culte à la performance, il lui est difficile d'avouer sa faiblesse par crainte d'avoir honte, d'être moqué ou rejeté. Lorsque la classe se rend en classe de neige, face au regard réprobateur de Nadia lorsqu'il lève la main pour indiquer qu'il n'a jamais skié, il ment sur ses performances réelles. Diverses péripéties et hasards lui permettent de faire croire à ses camarades qu'il a facilement accompli des exploits, mais ce n'est qu'à la fin de l'épisode, alors qu'il est porté en héros, que ses amis se rendent compte de la supercherie, ils le lâchent et l'imposteur se prend une baffe. Sur ce point, il serait intéressant d'approfondir le travail de comparaison avec la BD, dans laquelle chaque garçon se vante d'avoir pris les plus gros risques et subi de graves blessures, mais se révèle finalement petit joueur à côté de Vomito, qui sort lui du train avec un plâtre, car il est tombé des escaliers des toilettes. Cet exemple illustre assez bien la mise en scène régulière d'élèves maladroits, nuls, malchanceux ou chanceux, comme le montrent les exemples en classe de neige ou de mer, avec des personnages principalement décrits comme des débutants qui après nous s'amusent. La culture jeunesse se place alors à rebours des mythes sportifs contemporains, Titeuf incarnant une certaine nullité dans les activités physiques. Indéniablement, le média a une influence sur la manière dont est représenté l'élève. En interrogeant le passage d'un support à un autre, avec ses ajouts et ses suppressions, il est possible d'appréhender comment l'adaptation, voire la recréation, si on reprend les travaux de Garnier, influence la mise en scène de l'EPS. Si des constantes apparaissent au niveau du vécu sportif des élèves dans la BD et le dessin animé, s'opère tout de même un travail d'euphémisation. Les moqueries des personnages sont légèrement appuyées, la violence est un peu adoucie, donnant en quelque sorte l'impression que le vécu de Titeuf en EPS, même s'il ne reste pas agréable, serait moins terrible à la télévision que dans la BD, dans laquelle il supplie littéralement ses parents qu'ils viennent le chercher. Ces pistes d'analyse articulant différents contextes, notamment médiatiques, sont en tout cas à creuser. Au final, les pratiques proposées en EPS, marquées négativement du saut scolaire, ne sont pas celles qui priment pour les élèves. Pourquoi s'en contenter quand les personnages peuvent en inventer de nouvelles, bien plus divertissantes ? Par exemple, la classe de neige se prête plutôt bien à une autonomie des élèves et la mise en scène des moments de vie partagés, notamment lors des repas, est assez intéressante à observer car cet espace-temps spécifique
révèle l'importance portée par les élèves à d'autres pratiques corporelles, les conduisant à se détourner des activités imposées. Rien de mieux, par exemple, que de manger une raclette plutôt que de faire du ski, Titeuf s'engageant à devenir le plus gros mangeur de tous les temps, ambition bien prétentieuse pour quelqu'un qui ignore ce qu'est même une raclette. Si l'imagination conduit à de nouvelles pratiques, Titeuf essaie également de ruser pour éviter l'EPS. Zep est les scénaristes de la série animée mettant en scène un personnage qui n'aime pas la gym. Une tactique récurrente du héros des récits dessinés est de feindre l'engagement pour défendre ses propres intérêts. Par exemple, lorsque Titeuf voit un homme parler d'écologie à la télé, il écrit ses idées pour sauver la planète dans une lettre. Parmi celles-ci, il affirme qu'il n'ira plus à la gym parce qu'on y respire très fort exprès. Au-delà de sa détestation de la discipline scolaire, le personnage principal a parfois d'autres raisons, autrement plus personnelles, pour esquiver les pratiques. Parmi celles-ci, son rapport au corps, support des imaginaires et doutes préadolescents, dépassant de loin la seule discipline EPS. L'exemple du corps balnéaire, en classe de mer, est alors révélateur. Jean-Didier Urbain le décrit comme un corps pour soi ou pour l'autre, un corps montré, un corps de désir et de phobie, de pulsion et de répulsion, un corps construit, un corps spécifique. Or, le milieu aquatique devient dans Titeuf le support de toutes les craintes liées au corps et à sa nudité, comme dans cet épisode de la série où Titeuf se prépare pour aller en classe de mer, mais se rend compte que ses cheveux frisent au contact de l'eau. Par peur d'être moqué, il fait alors tout pour éviter de se baigner, même s'il se fait accidentellement éclabousser à la fin de l'épisode. Ce que ces éléments traduisent, c'est la crainte des moqueries et humiliations qui touchent les personnages de la BD et de la série télé, qu'ils aient peur de se dévoiler ou de ne pas savoir faire. Autant d'angoisses éprouvées en particulier dans certaines activités comme la natation. Effectivement, le corps, cette construction sociale et symbolique, qui se donne à voir et à interpréter selon droit à Hans, y est spécifiquement exposé, comme en témoignent de nombreuses cases de la BD. Il est dès lors possible de voir dans les histoires imprimées ou animées Titeuf rusant en cherchant par divers moyens se faire dispenser de pratique. Dans une planche, il a trouvé un truc génial pour être dispensé de piscine, éternuer sur ses copains pour se refiler le rhume, même si cela ne se termine pas très bien pour lui. Aussi, quand Titeuf et Manu prennent un raccourci et sont interpellés par le vieux type du jardin, les menaçant de leur couper les oreilles, un de leurs camarades demande au cas où si on est dispensé de piscine sans oreilles. Des activités comme la natation permettent aux créateurs des fictions de questionner des enjeux comme celui du rapport à la virilité. BD et dessins animés mettent en effet parfois en scène des modèles masculins, corporels masculins, stéréotypés et bodybuildés, ainsi que les fantasmes et interrogations du jeune garçon qu'est Titeuf. Dans la série, ces éléments sont notamment repris dans l'épisode Les Abdos, dans lequel les filles de la classe s'émerveillent des membres d'un boys band idéalement musclés. Lorsque Titeuf découvre qu'ils ont transformé le corps avec le bodybuilding, il prononce bodybuilding, et que la maîtresse annonce que la piscine découverte le lendemain, il se met à imaginer les mésaventures gelées qui l'attendent. Il essaie de se mettre au bodybuilding pour sculpter ses abdos, mais abandonne rapidement et opte pour l'autre alternative, la fuite en avant et la dispense. Je m'en fous parce que j'irai pas à la piscine. Après l'opération kidnapping de son slip de bain, il se fabrique un faux bandage en faisant croire à ses camarades qu'il s'est cassé le petit doigt à l'entraînement. Cet exemple montre comment cette production audiovisuelle invite à rire des injonctions malgré l'impossibilité pour les personnages élèves de s'en écarter. Tandis que pour Jean-Nicolas Renaud, l'image, fixe ou animée, draine avec elle une capacité d'évocation de son époque, de ses humeurs, de ses valeurs et de ses normes corporellement intégrées. Elle révèle alors certains rapports au corps dominants dans la société du tournant des années 2000. Ces réticences des élèves de fiction à pratiquer l'EPS ne sont que renforcées par la mise en œuvre de cette discipline dans un environnement franchement hostile, et cela à plusieurs niveaux. On pourrait tout d'abord se demander pour quels élèves l'EPS constituerait un environnement hostile. En partant du dessin animé, il apparaît que l'EPS se conjugue souvent au masculin, normalisant les pratiques et excluant les personnages féminins. Plus encore, à certains moments, l'espace-temps de la discipline construit un monde hostile pour les filles, sous-représentées et confrontées à une masculinité toxique. Les représentations et stéréotypes genrés installés dans les objets et productions pour la jeunesse s'en trouvent alors renforcés. En témoigne cette séquence de l'épisode Les Abdos, où Hugo a un comportement oppressant et violent à l'égard de Nadia dans un cours de plongée. Mais cette attitude dans la droite ligne d'une domination masculine n'est certes pas valorisée, mais si Titeuf se jette à l'eau et libère par chance Nadia, ce n'est pas tant pour la délivrer du joug de son oppresseur que par une forme de jalousie possessive. Au-delà de ce premier élément d'analyse, ô combien important, d'autres angles permettent d'appréhender les représentations d'une discipline particulièrement inhospitalière. L'exemple des activités physiques de nature est intéressant dans le cadre des aventures d'un personnage citadin qui n'aime pas forcément la nature, encore décrite dans le 17e
tomes de la BD comme un véritable enfer vert. Dans la série animée, lorsqu'il est question d'une promenade dans la nature avec la maîtresse un jour où il n'y a normalement pas école, Titeuf et Manu préfèrent repérer des traces de moto tandis que la classe s'arrête devant de superbes crottes de fouine toutes fraîches. La faune et la flore sont même perçues par le jeune garçon comme hostiles. Dans tous les cas, divers exemples témoignent de la dimension moins emmêlée, plus transgressive et subversive de Titeuf par rapport à d'autres programmes, comme notamment le dessin animé Franklin de la même époque, qui lui sont contemporains, et une étude synchronique permettra en tout cas des comparaisons. Certes, les contours de l'EPS, à savoir ces moments qui précèdent ou succèdent la pratique proprement dite, comme les transports ou la vie dans les dortoirs, peuvent être décrits comme plaisants, propices aux bêtises. Zeb dessine ainsi Titeuf et ses copains qui accumulent les bêtises dans le train pour la classe de neige, Titeuf se plaignant même que le voyage est trop court. Dans le même ordre d'idées, parmi les 5 planches consacrées à la classe de neige dans le tome 6, les garçons s'amusent lors d'une bataille de pelochon assez violente, à tel point que tout le monde est évanoui quand le moniteur vient surveiller. Mais les temps de transport pour la classe de neige ne constituent pas toujours des moments agréables pour tout le monde. Voici par exemple Titeuf, se dépêchant de réserver une place à côté de Nadia, poussant Dembo, elle lui donnant une place à côté de Vomito. Aussi, lors d'un voyage en train, la stratégie de Titeuf pour avoir une place dans le compartiment des filles ne fonctionne pas, et il vit un enfer aux côtés de Vomito et d'une famille qui met en éveil ses sens entre ronflements et odeurs nauséabondes. D'odeur, il en est justement question en EPS, qu'elle soit liée ou non à la transpiration des pratiquants. Que ce soit au sein des vestiaires, lieu propice aux interactions, aux mises en jeu du corps ou au cours des pratiques, les élèves doivent faire avec leur propre odeur et celle des autres. Parmi ces mauvaises expériences, dès le premier tome, Zep met en scène Titeuf dans le vestiaire en gym. Celui-ci se rend compte qu'il pue des pieds, veut s'échapper par la fenêtre mais tombe dans une crotte. Aussi dans le tome 7, il dessine Titeuf évoquant le cas de Pierre-Alexandre, alias Puduc, et relate sa souffrance notamment dans la séance de gym et le rejet de son camarade. On l'a vu, Titeuf est un élève relativement indiscipliné. Or, les conséquences de cette indiscipline contribuent à l'impression négative laissée par l'EPS. Dans le tome 6, Zep illustre les punitions physiques auxquelles Titeuf s'expose, ici en faisant des pompes. Dans ce cadre, il devient intéressant d'analyser l'image du prof de gym aux yeux des élèves. Si cette figure a déjà été questionnée par des collègues, je pense à Pierrick Desfontaines, Silvio Maltagliati et Jean-Nicolas Renaud avec l'exemple de Monsieur Mégot, ou dans le cadre de Mémoire de Master, où des étudiants sont intéressés à la série de BD Les Profs, il s'agira alors de comprendre comment sont présentés les rapports de Titeuf à ses professeurs de PS ou aux différents intervenants. En l'occurrence, le moniteur prof est souvent un personnage détesté par cet élève et peut-être une source de jalousie, notamment lorsqu'il veut toucher Nadia avec une balle, la plus belle, je cite, durant un jeu. Dans une autre planche du tome 5, Titeuf, malade dans son lit, évoque également le prof de gym auquel il aimerait bien refiler sa grippe. Quel que soit le rôle, en EPS ou en dehors, les encadrants sont perçus par le personnage principal comme malveillants et sont détestés en toutes circonstances. C'est aussi le cas dans la série animée où Titeuf retrouve à l'école un moniteur de colonie de vacances sadique. La maîtresse leur présentant Max, devenu moniteur de camp et qui les encadrera en classe de mer, au grand désarroi de Titeuf, qui se remémore tous ses mauvais souvenirs. Autrement dit, en se plaçant du point de vue d'un élève de fiction, le prof de gym apparaît comme une véritable figure repoussoire. Pour les créateurs et les élèves de fiction, son rôle est parfois indifférencié, mélange de coach, d'éducateur et de professeur, faisant preuve d'un autoritarisme viril. De ce point de vue, des parallèles pourraient être tirés avec la représentation de l'entraîneur dans les fictions à destination des plus jeunes. Que ce soit pour son comportement dans les vestiaires ou le gymnase, Musclor est un archétype pas vraiment valorisé et Titeuf est d'ailleurs ravi dans un épisode qu'il ne soit pas son père, cela lui évitant d'aller faire des footings à 6h du matin, suivi d'une douche froide. Aux yeux des jeunes personnages représentés, le prof de gym est un adulte dégoûtant, comme beaucoup d'autres, à l'instar de Monsieur Chevalier qui, dans la BD, a 4 enfants. S'il semble normal pour Manu qu'il ait de meilleurs chromosomes en tant que prof de gym, il reste pour les enfants, je cite, un beau dégueulasse qui a potentiellement fait l'amour juste après la classe ou pendant la récré. Parmi les différents adultes encadrant le PS, le cas de la maîtresse rejoint les constats précédents. Détestée par Titeuf, elle est maladroite et encore moins habile que ses élèves, ridiculisée en se faisant ensevelir sous une vague ou portant une bouée lors de la piscine. Son aspect physique est aussi moqué par Titeuf. Le rire qu'elle suscite, pas seulement en EPS, place les jeunes téléspectateurs au niveau des élèves, désolennisant une figure d'autorité dont les représentations mériteraient davantage d'analyse en mobilisant bien d'autres œuvres pour la jeunesse.
Visiblement incompétente, cette maîtresse se fait d'ailleurs régulièrement aider de moniteurs en classe de mer ou de neige. Dans la BD et la série, Benoît en est l'incarnation, mais un élève comme Titeuf souffre de la comparaison avec ce dieu du surf, faisant de l'ombre au garçon. L'animation permet d'ailleurs de mettre en avant le contraste entre le mouvement rigide et inexpérimenté de Titeuf et la fluidité, les gestes souples, ondoyants et relâchés d'un Benoît chevronné. Trop drôle et trop fort, il devient un gars pas si cool quand toutes les filles veulent danser avec lui. La jalousie de Titeuf à son égard oriente plutôt les téléspectateurs vers une forme d'empathie pour Titeuf et peut-être une forme de satisfaction quand il le voit tomber à plusieurs reprises dans un autre épisode à cause de Titeuf. Même si de nombreux points, notamment théoriques, mériteraient des approfondissements, voici le moment de conclure, parce que je l'ai promis à Yacine. Ce travail donc, nous a permis de questionner les représentations de l'élève en EPS, notamment ici à l'école primaire, diffusées au cours des années 90 et au début des années 2000, dans 2 supports médiatiques centrés sur le même personnage. Si des collègues comme Yvon Morizur ont déjà interrogé le plaisir en EPS, ces fictions nous amènent à appréhender les représentations du déplaisir de l'élève. Face à une discipline présentée comme pénible, réalisée dans un environnement hostile, l'indiscipline et la dispense n'apparaîtraient-elles pas comme les seules solutions pour ces êtres de fiction ? À l'orée du XXIe siècle, Titeuf ne constituerait-il pas l'archétype renouvelé de l'élève indiscipliné en EPS, entre réticence et résistance, détournement et contournement, Bien sûr, de nombreuses pistes de recherche demeurent, allant de l'étude plus précise de la conception, du rôle des créateurs, leur vécu en EPS, notamment je pense à ZEP, au renforcement de la comparaison avec la BD et à l'évolution des discours au cours des saisons. Juste un extrait par exemple de la saison 4, vous allez vous rendre compte que le discours n'a pas tellement changé. Oh non madame, pas de faute, ça va me fatiguer, mettez bien des mollets. Ça suffit Titeuf, tu vas faire du sport comme tout le monde. Ouais. Donc, dans cette entreprise de compréhension des discours, œuvres et représentations élaborées pour les enfants et ou adoptées par eux, et là je reprends les travaux de Mention et Renoncia, une prise en compte de la réception aussi des jeunes téléspectateurs et des jeunes lecteurs serait évidemment pertinente. De plus, Titeuf est-il un exemple isolé ? Une enquête dépassant l'étude de cas mériterait d'être conduite sur les productions culturelles pour la jeunesse en renforçant le travail d'historicisation. Il y aurait indéniablement des travaux plus systématiques à mener, tandis que pour reprendre les propos de Jérôme Kropp et de Stéphane Lambré, les sources de l'histoire de l'éducation, il est vrai, mettent peu en valeur les élèves, ou plus exactement prennent davantage les élèves pour objet, d'ailleurs indirectement évoqués le plus souvent, qu'elles n'en font des acteurs à part entière du système éducatif. Certes, les images de fiction étudiées ne permettent pas d'accéder au réel historique brut, mais il me semble que les relations entre le réel et la fiction méritent d'être analysées dans toute leur complexité, comme le montrent Thomas Bauer et Jean-Marc Lemonnier dans leur travail sur l'EP au cinéma, en évitant de tomber dans une approche réductrice et superficielle. Dans tous les cas, en appréhendant ces sources imprimées audiovisuelles, le chercheur est amené à envisager ce que les œuvres de fiction, faisant partie de la réalité des jeunes lecteurs et téléspectateurs, eux-mêmes bénéficiaires de l'EPS, de leurs auteurs et créateurs sur le temps plus long, nous apprennent sur ce que signifie être élève en EPS, les représentations dominantes, diffusées dans une société à un instant T, etc. Finalement, ces productions fictionnelles semblent être des sources, parmi d'autres, contribuant à appréhender la construction socio-historique de l'élève en EPS, ses imaginaires, ses mythes, etc. Bref, pas mal de chantiers intéressants à l'avenir. Là, je vous ai mis un exemple aussi des beaux gosses de Riyad Satouf, sur lequel on pourrait bien évidemment travailler, mais il y a beaucoup d'autres exemples. Je vous remercie de votre attention.